Je m'appelle Taiki Kimball. Je peux expliquer un peu ma vie rapidement au travers de mon nom, en fait. Je m'appelle Taiki parce que ma maman est haïtienne. Et je m'appelle Kimball, nom de famille, parce que mon papa était américain. Et ils se sont rencontrés à Hawaï et ils ont déménagé ensemble à Tahiti pour que je naisse là-bas et pour que je sois élevé là-bas. Pour moi, être tahitien, c'est vraiment avoir la culture du pays, c'est-à-dire, moi, quand je pense à Tahiti, je pense à l'accueil, je pense au rire, on rit beaucoup, on est très bien accueillant, on est très accueillant, on rit beaucoup, on aime le soleil, peut-être moi, beaucoup moins que les autres, j'ai souvent dû me protéger du soleil, mais oui, je pense à l'accueil, je pense au rire, et je pense beaucoup à l'entraide quand je pense à être tahitien. Franchement, bien, on me demande souvent ça. Comment est-ce que c'était de grandir à Tahiti? Je crois que toi aussi, tu reçois la même question tout le temps. C'est un paradis. Est-ce que c'est aussi bien que l'on pense? Moi, je l'ai très bien vécu parce que les Tahitiens sont tellement ouverts d'esprit, je trouve. Et on pourrait penser que grandir à Tahiti avec des cheveux roux, avec des cacamouches, c'est difficile. Alors bien sûr, c'était pas facile, mais aucune enfance est facile pour moi. Donc franchement, je l'ai bien vécu parce que j'avais beaucoup d'amis qui s'en fichaient que je sois blanc. Et j'ai jamais ressenti de racisme à Tahiti. J'ai jamais ressenti de haine parce que j'étais blanc. Alors peut-être que ça aide que ma maman est tahitienne, donc quand j'étais petit, j'avais un accent très tahitien, parce que ma grand-mère parle avec un accent très tahitien, elle parle tahitien couramment, moi non. Mais quand j'étais petit, je parlais avec un accent tahitien, donc ça a aidé. Le fait que je sois américain, je sais que Tahiti et les États-Unis ont une belle entente entre eux. Il y a beaucoup de Tahitiens qui aiment aller aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui aiment aller à Tahiti. Je trouve que les deux peuples s'entendent bien, donc moi je pense que ça m'a aidé. Mais j'ai adoré mon enfance à Tahiti. Je suis né à Paufei, j'ai grandi là-bas, je suis parti à 15 ans. Donc de 0 à 15 ans, j'ai fait mon école là-bas, lycée, collège et avant ça, école primaire. Ouais, c'était très différent. Et je parlais tout à l'heure de pas avoir vécu de racisme à Tahiti. Je parle pas de moi là, je parle de mon frère. J'ai un grand frère américain qui lui a grandi à Hawaï. Et là-bas, il a souffert de beaucoup plus de racisme envers lui parce que justement lui aussi il était bien sûr blanc. Et moi, c'était pas pareil. Parce que quand je suis allé à Hawaï, je suis allé surtout pour vivre avec mon papa. Il avait déménagé là-bas parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Il a déménagé là-bas et moi et ma maman, on voulait que, en plus d'être élevé par ma grand-mère à Tahiti et ma mère à Tahiti, je sois aussi en partie élevé par mon papa à Hawaï pour apprendre l'anglais, pour apprendre la culture américaine. Je suis quand même demi-américain, donc c'était important pour notre famille que je sois exposé à cette partie de ma propre culture. Ça s'est super bien passé. J'ai été vivre dans un internat, donc j'habitais à l'école pendant la semaine et j'habitais chez mon papa le week-end. J'ai vraiment adoré cette expérience. Je pense que maintenant, à 36 ans, quand je repense à mon enfance, c'était vraiment le meilleur choix que j'ai pu faire, que ma maman ait pu faire pour moi de toute ma vie, de bouger à Hawaï et de sortir du système éducatif français. C'était une très très bonne chose pour moi parce que j'étais très mauvais élève. À l'époque, j'étais à Marie-Javoué et puis ensuite à Lamennais. J'étais très mauvais élève, des très mauvaises notes. J'étais pas motivé et j'ai trouvé cette motivation d'apprendre et de bien travailler en fait à Hawaï parce que le système éducatif américain était plus adapté à mon style d'apprentissage. Je crois que dans la vie en général, il y a une grande partie de chance et une grande partie de travail, mais que souvent on surestime la chance et on sous-estime le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis allé à Hawaï, que j'ai pris goût au travail, c'était la première fois de ma vie que j'ai compris qu'on pouvait ne pas être la personne la plus intelligente sur Terre, mais quand même réussir. Donc à l'époque, j'avais un gros manque de confiance en moi et surtout en mon intelligence parce que j'avais associé mes mauvaises notes à une intelligence très faible. Je prétends pas du tout avoir un QI élevé, mais à Hawaï, j'ai appris que ce n'était pas du tout grave
qu'on pouvait pallier on va dire, manque avec du travail. J'ai travaillé très dur à l'école, j'ai eu des notes correctes, en tout cas bien meilleures que j'avais à Tahiti. Et ensuite, pour la première fois de ma vie, on m'a parlé d'aller à l'université, parce que dans cette école, la plupart des étudiants avaient leur parcours déjà très tracé. Tu vas à cette école et ensuite tu vas à l'université. Je me suis dit, j'avais pas pensé à ça, parce que vraiment personne dans ma famille avait été à l'université, en tout cas pas ma maman, pas mon papa. Et je me suis dit, ce serait sympa, j'aime beaucoup apprendre, je me plais dans cette école, pourquoi ne pas continuer 4 ans de plus? Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire des applications à des écoles aux États-Unis, surtout à la côte ouest des États-Unis, parce que je voulais pas aller trop loin de Hawaï, où était mon papa, et trop loin de Tahiti, où était ma maman. Et donc j'ai lancé des postulations, j'ai lancé des demandes d'intégration à des universités américaines, et celle que je voulais absolument intégrer m'a refusé. Et je me souviens avoir été super déçu, mais je me souviens ne pas vouloir abandonner et ne pas vouloir accepter le non. Donc ce que j'ai fait, et je ne sais pas comment j'ai eu l'audace de le faire, j'ai écrit une lettre au comité d'intégration de l'université, The Admissions Committee en anglais, et je leur ai écrit une page entière pour expliquer pourquoi c'était une erreur et que je devrais être intégré dans l'université. Et à ma grande surprise, 2 semaines plus tard, je reçois une lettre d'acceptation dans l'université. Trop content. J'ai été accepté, j'ai fait 4 ans d'école et j'ai étudié la psychologie et j'ai étudié l'économie. La psychologie parce que à l'école, au lycée à Hawaï, j'ai pris un cours de psychologie parce que ça me paraissait intéressant. Mais en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le professeur. Le professeur de psychologie au lycée de Hawaï m'a vraiment donné goût à cette discipline. C'était un prof excellent. J'ai adoré le cours, surtout grâce à lui, et j'ai juste voulu continuer dans cette lancée. Après, je me suis aussi dit que peut-être que psychologie tout seul, sachant que je voulais pas du tout être psychiatre, ça allait peut-être être moins impressionnant sur un CV, donc j'ai aussi rajouté la partie économie et j'ai décidé de faire un double, on appelle ça un double major, un double major en américain, en anglais, aux États-Unis. Un double major, c'est-à-dire 2 licences en même temps en 4 ans et pour avoir un CV un peu plus vendeur à la sortie. Sauf que j'ai reçu ces licences en 2008, durant la crise économique américaine, où c'était un peu plus dur de trouver un travail. Et je n'arrivais pas à trouver de travail à la sortie de l'université. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une spreadsheet, un tableau Excel, et j'ai recensé tous les jobs que je pouvais trouver sur Internet, et je postulais un par un. J'ai marqué postuler ce jour-là, postuler ce jour-là, postuler ce jour-là, et je pense que j'ai postulé à peu près 200 jobs à cette époque-là pendant quelques mois. Et je trouvais pas de job. Personne voulait me prendre, que ce soit en accueil dans une salle de sport, je me rappelle, ou en conducteur, en livreur, chauffeur-livreur. Personne ne voulait de moi. Au bout d'un moment, j'ai trouvé un job en tant que travailleur dans un magasin tenu par une Australienne qui vendait des produits australiens en Californie, à San Jose, en Californie. Et j'ai fait ça, et puis dans l'entretien, j'expliquais que je connaissais déjà très bien les marques australiennes comme Milo, comme Anchor, sans faire de pub. Et je crois que ça lui a beaucoup fait rire. Donc j'ai eu le job, j'ai eu le poste. Et je me souviens, ce poste-là, bon, c'était quand même très loin, c'était pas très bien payé, même si j'étais content d'avoir un job, enfin, après plusieurs mois de galère. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à rechercher des jobs. Et je me rappelle que sur un site qui s'appelle Craigslist.org, c'est un peu l'équivalent ici en France de Le Bon Coin, où tu vas pour trouver je sais pas, une voiture, pour trouver un logement, pour acheter des meubles d'occasion. J'ai cherché des jobs dessus et il se trouvait que Apple cherchait un francophone, donc quelqu'un qui parlait français et qui était passionné de musique pour intégrer leur équipe média. Pour faire de la vérification de données sur leur iTunes Store à l'époque où on pouvait acheter des musiques, des albums, des chansons à la carte. Ils cherchaient quelqu'un qui parlait français pour être sûr que les titres des chansons qu'ils vendaient sur l'iTunes Store étaient corrects. J'ai postulé
Et encore une fois, à ma grande surprise, je reçois un appel 2 semaines plus tard pour me demander si je suis libre pour parler. Et on me demande, est-ce que tu es discipliné, est-ce que tu es organisé, est-ce que tu aimes la musique? Ouais, bien sûr, j'adore, ouais. Et on me fait passer un entretien au QG d'Apple à Cupertino en Californie. Et c'est mon premier vrai entretien sérieux. La veille, je vais acheter un costume avec mon pote de l'époque, mon pote américain. Je vais acheter un costume. Le lendemain, j'arrive à l'entretien et les employés d'Apple qui font passer l'entretien explosent de rire. Il y a un mec qui est devenu un très très bon ami qui explose de rire. Il hâta, parce que personne va à ce genre d'entretien dans une boîte de la Silicon Valley de tech avec un costume. C'est vraiment l'ambiance cool à la Google, à la Facebook, à la Apple, où tu viens en jean, en t-shirt, pas de souci. Donc déjà, ils rigolent. Je me dis, ok, c'est foutu. Je vais jamais avoir ce job. Et pour la faire courte, j'ai pas eu le job en fait. Donc ils m'ont dit après qu'ils ont trouvé quelqu'un de mieux. Donc je retourne à mon job de vendeur de produits australiens. Et 6 mois plus tard, je reçois un nouvel email me disant Teiki, la personne qu'on a embauchée, on a dû s'en débarrasser. Est-ce que tu es toujours intéressé par le job? On a trouvé ton CV dans une pile de CV. Et là, je me suis dit, c'est un job chez Apple, mais c'est un job que de 6 mois. C'est juste un CDD. Alors que là, j'ai un CDI dans ce magasin australien. Et en parlant de prendre des décisions sur le moment, j'ai hésité. J'ai hésité à prendre ce job. J'en ai parlé à ma boss et elle m'a dit non, il faut absolument pas que tu prennes ce job. Tu vas chez Apple, ils vont te serrer comme un citron. Tu vas être stressé, tu vas avoir beaucoup d'anxiété. T'es bien ici, j'ai des plans pour toi. Et elle a failli me convaincre. J'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que c'est une très mauvaise idée, c'est un gros risque de prendre un job que de 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois, comme la personne qui m'ont dit dont ils se sont débarrassés, ça sera moi dans 6 mois. Mais encore une fois, parfois quand tu sens dans ton ventre qu'une décision est la bonne, il faut y aller. J'y suis allé, et en fait, 13 ans plus tard, j'étais chez Apple pendant 13 ans, plusieurs boulots, et j'en suis très 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 content. Je suis très content d'avoir pris cette décision il y a 13 ans. Tu m'aurais posé la question il y a peut-être 6 mois, 1 an. Je t'aurais répondu que je me sens beaucoup plus américain que tahitien. Mais ça me rappelle une histoire qui s'est passée il y a peut-être 10 ans. À l'époque, j'habitais à San Francisco. Et j'ai un ami, un Français, qui m'invite à une soirée. Et il me dit, faut que tu viennes, il y a une tahitienne à la soirée. Et j'étais trop content parce que je rencontrais très peu de Tahitiens qui habitaient à San Francisco. Et j'arrive à la fête et mon pote me fait « Ah, viens, mais il faut que je te présente la Tahitienne qui est là. » Et elle se retourne, elle me voit, elle fait « Arnaud, j'ai pas envie de lui parler, c'est pas un vrai Tahitien. » Et je me rappelle, ça m'a beaucoup heurté, ça m'a rappelé un peu mon enfance où souvent on pensait que j'étais pas tahitien. Bon, ça c'est normal, je ferai la même chose, hein, j'ai pas du tout l'air tahitien, donc je suis pas du tout fâché contre les enfants, mes camarades de classe par exemple, quand j'étais petit, de pas penser que j'étais tahitien, pas de souci. Mais cette soirée-là m'a vraiment heurté, et même mes amis aussi, ils étaient super embarrassés pour moi. Et j'ai commencé à lui parler quand même. Je lui ai dit non, mais j'ai grandi à Tahiti. Et il se trouve qu'elle, en fait, elle n'a pas grandi à Tahiti. Je crois qu'elle a grandi au Japon. Mais ses parents étaient tahitiens, on va dire, de sang. Donc c'était super intéressant parce que moi j'étais là avec mon background tahitien de part de ma maman, de ma grand-mère, de sa maman, jusqu'à vraiment, on ne sait pas, des centaines d'années. Et cette personne-là qui était tahitienne de sang, elle avait les cheveux bien noirs, la peau mate, mais qui n'avait pas vraiment la culture tahitienne. Elle ne savait pas parler tahitien, elle ne parlait pas français non plus, elle parlait japonais. Mais pour elle, la définition d'un tahitien, c'est quelqu'un qui a le sang tahitien, qui a des ancêtres tahitiens. Et pour ramener cette histoire d'il y a 10 ans au présent, quand j'ai créé mon jeu de société Ataroa, le premier jeu du parler local, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai posté une vidéo sur TikTok en me montrant pour la première fois face caméra.
Et je me souviens avoir fait une blague. En fait, je savais qu'au premier abord, quand on me voit, on dit pas ce gars-là est haïtien. Bon, je m'appelle Taiki, mais quand on voit mon visage, ce mec, il est pas haïtien, il est irlandais, il est norvégien, il est allemand, etc., etc. Et quand j'ai fait ma première vidéo, en fait, j'ai voulu faire une blague à tout le monde en disant bonjour, je m'appelle Jean-Marc, je viens de passer un moment inoubliable à Tahiti, à Papeete, à Bora Bora, à Moorea, etc. Pour un peu jouer de cette double personnalité que j'ai entre Tahitien et Américain. Et ensuite, bon, j'ai révélé que je m'appelle Taiki, que j'ai grandi à Tahiti, parlant de Papeete, etc. Et je me souviens avoir vraiment peur de la réaction dans les commentaires. J'avais vraiment très peur qu'on me dise c'est qui ce Frani qui se prend pour un Tahitien. En fait, il a rien de tahitien. En fait, j'avais peur que la communauté sur TikTok à Tahiti ait la même réaction que cette femme japonaise, tahitienne, tahitiano-japonaise, il y a 10 ans. J'avais très peur de ça. Ça m'a vraiment heurté à l'époque. Et en fait, j'étais vraiment agréablement surpris parce que la communauté TikTok a été super positive. On va dire qu'elle m'a accepté assez rapidement, en mode on s'en fout que tu sois blanc-blanc, on s'en fout que tu aies des cacamouches, on s'en fout que tu aies des cheveux roux. Tu es tahitien. En fait, c'était même pas un sujet. Je me souviens, j'étais vraiment encouragé par ça et j'ai continué à poster plein de vidéos sur TikTok parce que pour la première fois de ma vie, en fait, je me sentais vraiment légitimement tahitien. J'avais jamais eu ça dans mon enfance. Et maintenant, bah, voilà, pour répondre à ta question de façon très longue, je sais, avant, je t'aurais dit non, je suis beaucoup plus américain que tahitien. Maintenant, je me sens vraiment légitimement demi-tahitien, demi-américain. Tout à fait. C'est marrant que tu me poses la question maintenant parce que juste cette semaine, j'ai envoyé des emails à plusieurs écoles de Léo Malry pour justement apprendre plus de mots en tahitien pour créer le jeu. J'ai dû passer énormément de temps sur farevana.pf, le site de l'Académie tahitienne, pour savoir exactement comment épeler tous les mots que je connaissais déjà, mais que je ne savais pas du tout comment ça s'écrivait. Et depuis que je fais cette recherche, j'ai vraiment eu cette envie d'apprendre plus. Donc oui, là, je cherche justement un cours de tahitien, idéalement à distance, parce que je voyage beaucoup en ce moment. Mais la prochaine fois que je viens à Tahiti, je vais m'inscrire à un cours en présentiel pour justement pouvoir améliorer mon tahitien, parce que c'est une langue que je trouve vraiment magnifique et que j'ai toujours voulu apprendre et que j'avais vraiment pas le temps d'apprendre, mais aussi, pour être honnête, la motivation. Et depuis que j'ai créé ce jeu, j'ai vraiment envie d'aller plus loin et d'apprendre le tahitien pour de vrai. Je me souviendrai toujours de cette phrase de ma tati, qui s'appelle Hina, elle habite à Mahina. Avec elle, on mangeait tous les week-ends, tous les dimanches, du poisson cru et lait de coco. Et je me souviendrai toujours qu'elle m'a dit qu'un poisson cru et lait de coco, ça peut vraiment que être apprécié avec le climat tahitien, sous le soleil tahitien, dehors, sur ton falepoté. Et que dès que tu rentres chez toi et que tu fermes les fenêtres et que tu mets la clim, le goût, il change complètement. Et que ce soit un effet placebo ou la réalité, moi, j'ai toujours gardé ça en tête et je n'arrive pas à apprécier autant un poisson cru lait de coco ou n'importe quel plat tahitien dans un autre environnement que sur le falepoté de ma grand-mère à Punaouia, par exemple. Non, non. J'ai dû réfléchir un peu parce que je me suis rapproché de la culture tahitienne beaucoup plus récemment pour créer ce jeu. Non seulement parce qu'il fallait que je trouve du contenu pour les cartes, du contenu vraiment authentique, local. Et il fallait que je me rapproche de la communauté pour comprendre leurs attentes, comprendre ce qui leur fait rire, comprendre ce qui les amuse. Et même si le monde entier se globalise et s'homogénise, j'ai quand même retrouvé une fierté locale à travers les réseaux sociaux qui m'a vraiment agréablement surpris. Tu m'aurais posé la question il y a 3 mois, j'aurais dit soit je sais pas, soit à cause
d'Internet et à cause de la globalisation, oui, tous les pays perdent un peu de leur culture et tout devient à peu près pareil. Mais ayant passé énormément de temps sur Instagram, Facebook, TikTok, je pense que la culture tahitienne, polynésienne, reste très, très, très forte. Parce que quand tu vas sur TikTok, par exemple, tu vois que les gens aiment lancer des expressions locales, ils aiment leur fénois, ils aiment leur nourriture, ils aiment leur plage, leur surf, leur va'a. Pour moi, de ce que j'ai vu ces derniers 9 mois en créant ce jeu, c'est que non, la culture polynésienne reste très très forte et très ancrée et très importante. Si tu peux partir, pars, sachant que la plupart des gens qui partent de Tahiti, ils reviennent. Pourquoi? Parce que quand on parle de Tahiti, on se rend compte de la chance qu'on a à Tahiti. Quand on reste à Tahiti, on ne se rend pas forcément compte. Donc moi, j'ai grandi à Punahia, dans un cadre idyllique, au bord de l'eau. Mais c'est que maintenant que j'apprécie autant ce cadre de vie parce que je suis parti voir ce qui se passe ailleurs. Évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de partir, donc c'est vraiment ça le grand astérix. Mais si tu peux partir, moi je pense que le voyage c'est vraiment la meilleure éducation qui existe. En tout cas, moi personnellement, encore une fois, de partir de Tahiti à Hawaï, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Mais depuis que je suis parti, Tahiti me manque énormément et je souhaite garder une connexion au fénois quand même. Et j'adore rentrer à Tahiti parce que j'en profite plus, j'apprécie plus. Ouais, si tu peux partir, pars et tu vas sans doute vouloir revenir. S'il y a un truc qui m'a vraiment marqué lors de la création de ce projet, c'est que ça a déjà été fait. C'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens abandonnent un projet. Souvent, on a des idées de nouveaux produits, de nouvelles entreprises. On fait une recherche rapide et on voit que ça a déjà été fait. Donc, par exemple, on veut créer une chaîne YouTube qui parle de culture tahitienne. On va sur YouTube, on voit que c'est déjà fait. Et on dit, bah, c'est déjà fait. En anglais, on appelle ça le crowded room myth. La salle est remplie. On n'a pas de place, il n'y a pas de place pour nous. C'est pas vrai. Il y a toujours de la place. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la place pour améliorer et innover. Donc, si quelqu'un a envie de créer un nouveau produit, une entreprise, une solution pour aider quelqu'un, mais qu'il ou elle voit que ça a déjà été fait, ne soyez pas découragés. Faites-le quand même, faites-le différemment, faites-le mieux. Il y a toujours de la place.